Bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire EO Santé en cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ce webinaire est dédié au retour à l'emploi, le fait que nous sommes tous concernés. Donc nous allons être ensemble pour une durée de 1 heure. Et pendant cette heure, on va aborder donc toute la question du retour à l'emploi et du collectif autour du retour à l'emploi. Vous avez à votre disposition un espace QR qui est un espace sur lequel vous pouvez poser vos questions et nous tenterons d'y répondre en majorité à l'écrit pendant la durée du webinaire, donc avec Mathilde. On essaiera de se laisser un petit temps en fin de webinaire pour répondre à des questions orales. Et sachez que si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions pendant ce webinaire, nous enverrons donc un lien avec le replay, plus une présentation avec le détail des interventions d'aujourd'hui, ainsi que les réponses du QR intégré donc à cet email. J'ai oublié de me présenter, donc moi je suis Marie Mas, donc directrice adjointe au sein de l'association ETH et j'ai le plaisir donc d'introduire ce webinaire qui va être animé par Pascal. On y reviendra tout à l'heure. Pascal, donc patient de partenaire. Donc c'est un webinaire donc, qui est d'une programmation EO Santé. Donc EO Santé, c'est un nouveau service proposé par ETH, donc c'est une plateforme qui a pour objectif donc, de promouvoir la culture de maintien et de santé au travail au sein d'un collectif. Donc, c'est une plateforme qui permet en fait d'échanger de façon confidentielle donc avec des patients partenaires, donc des personnes qui ont l'expérience qui ont vécu en fait un défi de santé ou une maladie, un handicap, et qui se sont formés pour pouvoir partager cette expérience et notamment dans le cadre d'EO sur le contexte professionnel. C'est une plateforme donc, qui est disponible donc, à tous les salariés, tous les professionnels du secteur. Donc, que vous soyez personne concernée par la maladie ou handicap, que vous soyez un collègue, que vous soyez un manager, que vous soyez un référent handicap. Tout le monde peut s'inscrire gratuitement et de façon anonyme donc sur EO Santé. Dedans, vous allez pouvoir échanger donc, avec des patients partenaires. L'objectif, c'est d'être écouté, de mieux comprendre les enjeux autour de la maladie, du handicap dans la sphère professionnelle. Vous pouvez également bénéficier de beaucoup de ressources, donc de nombreuses ressources avec des fiches conseils, des quiz, des témoignages donc, inspirants. Avec cette programmation et santé, en fait, l'idée, c'est que sur tout au long de l'année, on vous propose en fait des webinaires qui sont animés donc, par des patients partenaires. Pascal, je vais te laisser la main pour te présenter, puisque Pascal va animer donc ce webinaire dédié au retour à l'emploi, tous concernés. Et l'objectif, voilà, c'est de vous faire bénéficier de ce webinaire et de répondre, comme je vous disais, donc à vos questions donc dans l'espace QR. Donc n'oubliez pas de poser votre question pas dans le chat, mais directement dans l'espace QR. Comme ça nous permettra d'alimenter les FAQ ensuite. Et Pascal va être accompagné donc, de Christine de ETH qui viendra nourrir l'intervention avec toutes les aides qui sont associées sur cette question du retour à l'emploi, pendant l'arrêt ou après, au moment de la reprise, avec les aides de droit commun ou d'OETH. Je vous laisse reprendre la main, Pascal, je te laisse prendre la main et te présenter. Et bon webinaire à toutes et tous. Merci Marie. Bonjour à tous. Je suis enchantée de passer ce temps avec vous et avec toute l'équipe. En plus, on est, on a vraiment co-construit ce temps-là. On a mis nos expériences, nos regards ensemble pour vous emmener effectivement dans cette réflexion qu'on va vous partager, qu'on espère la plus interactive possible. Alors, moi, j'ai 46 ans et j'ai eu un parcours professionnel très fluide, sans échec, très performant.
Et puis un jour, tout a basculé quand j'ai eu 38 ans. À ce moment-là, je travaillais dans une entreprise de communication, dans une société qui travaillait sur les prémices en fait de tout ce qui allait amener les community managers et tout ça. J'étais très stable, je n'avais jamais connu le moindre arrêt de travail et ça faisait pas partie en fait des choses qui existaient. On était beaucoup en télétravail et du coup, la maladie, les imprévus, ça ne faisait pas partie de ce qui pouvait arriver. Jusqu'au jour où effectivement j'ai basculé dans la maladie chronique et invalidante qui a remis en question mes performances, ma capacité à être présente, qui a bouleversé beaucoup de choses. Et j'ai été très bien accompagnée par une assistante sociale, par la médecine du travail. Et j'ai pu effectivement reconstruire un projet professionnel, reconstruire un autre univers, puisque au sein de mon entreprise, en fait, il n'y avait pas la place, et c'est ce qui m'a été dit malheureusement, effectivement, au niveau des personnes vulnérables que maintenant je représentais. Et c'est aussi la raison de ma présence ici, c'est que discuter, réfléchir, à envisager les bouleversements dans les parcours de vie, ça s'anticipe hein, et c'est quelque chose qu'il faut peut-être commencer déjà à faire émerger avant que les situations se posent. On a voulu mettre ce webinaire sous le regard de tous concernés parce qu'on va vous démontrer qu'au final, c'est un enjeu collectif, un enjeu commun, qu'on ne peut pas se dire, bah, finalement, ça ne me concerne pas, ces histoires d'arrêt longue durée, de maladies chroniques. Non, en réalité, ça nous concerne tous. Et effectivement, j'ai pu me reconstruire autour de cette sensibilisation, cette prévention au sein des professionnels de santé et paramédicaux, où je participe à la formation initiale et continue et à l'accompagnement effectivement au travers de la relation de soins et d'autres enjeux, que ce soit au sein de des facultés de médecine ou d'organisations privées. Voilà, j'accompagne aussi des patients sur des enjeux tels que la douleur chronique. Je m'implique dans des projets qui sont co-construits entre les patients et les professionnels de santé au sein de maisons de santé ou d'hôpitaux. Voilà pour ma présentation. Et je vous propose maintenant effectivement de passer la main à Christine pour les chiffres clés. Ou à Marie? Christine. Euh, On va passer je- à la slide Oui, suivante. on va Voilà. passer à la slide suivante. Oui. Oui, donc pour introduire en fait ce webinaire, donc on a un salarié sur 8 qui déclare que le retour après un long arrêt maladie, donc c'est mal passé. Sachant que parallèlement, donc 39% des personnes ayant une RQTH sont en emploi. Donc l'idée c'était de vous introduire voilà, ce webinaire avec ces chiffres. Euh, Parce que ça montre l'enjeu en tout cas du sujet aujourd'hui. Tout à fait. Et après ces réalités, en fait, on a pensé vous amener dans trois moments très importants, des moments clés, en fait, qui se jouent lors de l'absence d'un salarié dû à un arrêt maladie, à un problème de santé. Et la première partie, effectivement, c'est qu'est-ce qui se passe pendant l'absence. Donc, euh, pour remettre un petit peu un cadre quand même dans tout ça, il y a une réalité, c'est que selon l'INSEE, on passe à peu près 100 000 heures au travail dans une vie et ça représente 12 années consécutives, 12 années cumulées. Donc c'est une part énorme de ce qui nous anime, c'est une part énorme d'investissement et c'est aussi ce qui nous définit socialement. Alors, les maladies chroniques, hein, c'est effectivement quelque chose qui est en train d'exploser. Les derniers chiffres
On parle effectivement de maintenant de 37,5% de personnes, si on inclut les maladies qui touchent l'affaire psychique, psychiatrique. Euh, et ça, c'est encore les chiffres de l'INCE. Et effectivement, on se rend compte que ça devient exponentiel. Notamment par exemple des enjeux comme le diabète qui impactent la vie quotidienne, qui ne relèvent pas de forcément d'hospitalisation prolongée, mais qui prennent une place de charge mentale dans le quotidien. Alors on va parler côté employeur. Comment anticiper sans brusquer, informer sans trahir? Alors, quand on parle d'employeur, on va parler effectivement des directeurs, des managers, des RH handicap, où on va effectivement se poser la question, comment est-ce qu'on aborde les choses? Est-ce que c'est un vrai sujet déjà au sein de l'équipe, au sein de la structure? Est-ce qu'il y a déjà une familiarité à en parler? Est-ce que les choses sont prévues? Est-ce qu'il y a un balisage qui est fait? Est-ce qu'on arrive sur des situations où on n'anticipe pas les choses? C'est beaucoup de questions, mais en fait, en vrai, si vous vous les posez, ça donne quand même une idée du ton, de l'acculturation de l'équipe et de l'ambiance générale autour de ces enjeux-là. Euh, Préparer l'équipe lors d'un arrêt maladie d'un collaborateur, effectivement, c'est se poser les questions sur comment les choses ont été transmises, comment on a parlé à vos collaborateurs de l'arrêt. Et aussi, est-ce que le respect du collaborateur au niveau de son temps d'absence a été maintenu? Ensuite, on parle de collectif de travail. Alors, le collectif de travail, c'est effectivement tout l'environnement. Ce sont les collègues, certainement, mais aussi les représentants du personnel, ce sont aussi les référents handicap. Comment cette absence a été surmontée? Comment elle a été expliquée? Est-ce qu'on a donné des outils pour surmonter cette absence, des échéances? Quelles sont les représentations? Là encore, c'est beaucoup de questions que je pose, mais en fait, en vrai, à chacun de se les poser pour vraiment essayer d'estimer où est-ce qu'on en est dans tout ça. Comment a été présenté effectivement ce temps d'absence et comment ce retour va être présenté dans l'équipe. Et la troisième personne, la troisième entité à laquelle effectivement on pense dans ce moment d'absence, c'est la personne concernée directement par cette absence-là. Euh, c'est un bouleversement de partir effectivement sur une absence de rythme de son travail. C'est une question qu'on se pose aussi au niveau sociétal. Quelle est ma place? Comment je me reconstruis? Comment je gère les bouleversements? Quand on parle de la santé, on parle, selon la définition de l'OMS, pas que de la santé en tant que bien-être biomédical. On parle de tout le reste, hein. On parle du bien-être social intime, professionnelle, et ça en fait partie. Et pour pouvoir se rééquilibrer après une épreuve de santé, il faut effectivement aborder toutes ces choses-là. Alors le temps d'absence, c'est effectivement se reconstruire, absorber. Ces nouvelles, faire des fois des deuils, accepter des nouvelles étapes dans sa vie et gérer la culpabilité. Parce que bien évidemment, et ça c'est une expérience aussi personnelle et une observation que je fais autour des patients qui sont confrontés à ça, il y a cet enjeu de culpabilité, de se dire qu'à un moment donné, effectivement, on est sorti de la performance, de ce qu'on attendait de nous, on a failli à nos missions. Et on a eu besoin d'un temps qui a peut-être mis en difficulté. On se donne des représentations de ce qui se passe pendant notre absence, de est-ce que je vais retrouver une place? Est-ce que je n'ai pas fait porter trop de poids à mes collègues, à mes collaborateurs? Et effectivement, comment je m'inscris dans ce retour-là? Est-ce que ma temporalité, est-ce que je suis prête? Et quels sont les outils, en fait, effectivement, que j'ai autour de moi? Et pour terminer effectivement sur cette première réflexion, je passe la main à Christine qui va nous présenter les outils et les structures présentes, proposées. Alors effectivement, bonjour à
toutes et à tous. Je suis Christine Calvino, chef de projet à OETH, et je vais vous parler des dispositifs de droit commun dans un premier temps et ensuite de ceux proposés par OETH. Donc, cette fois-ci, avant le retour. Eh bien, sachez que pendant l'arrêt de travail, effectivement, plusieurs dispositifs s'offrent à vous qui êtes donc en arrêt. Je vais commencer par vous présenter le rendez-vous de liaison qui a été instauré par la loi santé du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Le rendez-vous de liaison, lui, permet de maintenir un lien justement entre l'employeur et le salarié pendant l'arrêt maladie, donc à partir du moment où l'arrêt eh bien, dure 30 jours. Ce dispositif est mobilisable par l'employeur ou par le salarié. Il s'agit simplement pour l'employeur, pardon, de présenter les différents dispositifs du maintien dans l'emploi, de parler de la visite de pré-reprise que je vais vous présenter également juste après, des différentes mesures d'aménagement de poste possibles. Voilà. Donc, ce n'est pas un rendez-vous médical, mais il permet véritablement de maintenir le dialogue pendant l'arrêt de travail de façon à mieux préparer le retour à l'emploi. Et donc, ce rendez-vous liaison présente notamment la visite de pré-reprise, comme je vous le disais. La visite de pré-reprise qui est vraiment un dispositif très important puisque, idem, il peut être mis en place à partir de 30 jours d'arrêt de travail. Cette fois-ci, il s'agit d'un rendez-vous médical, contrairement au rendez-vous de liaison. Donc la visite de pré-reprise, elle, s'effectue donc par le médecin du travail. Euh, Elle peut être sollicitée justement soit par le salarié, soit par un des médecins, médecin du travail, médecin traitant ou médecin conseil, et permet justement euh, d'évaluer la capacité en fait de la personne à reprendre son poste ou au contraire envisager un emploi qui soit compatible à sa situation. Donc en fait, à l'issue de cette visite de pré-reprise, le médecin du travail va émettre des préconisations pour favoriser le maintien dans l'emploi du salarié, soit par des aménagements de poste, soit aménagement du temps de travail, soit justement essayer de favoriser une formation de reconversion professionnelle. On est bien dans le cadre de préconisation, dans le cadre de l'arrêt, pas d'inaptitude qui puisse être posée à ce moment-là, mais justement, elle permet de l'envisager pour mieux anticiper justement toujours ce retour au poste, en tout cas maintien dans l'emploi. Autre dispositif, l'essai encadré, qui lui permet de tester toujours pendant l'arrêt, hein, puisqu'on y est, au sein de son entreprise ou bien d'une autre entreprise, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé. Donc voilà, donc c'est vraiment euh, l'objectif pour le salarié de savoir s'il va pouvoir reprendre sur son poste ou d'évaluer si des aménagements sont possibles ou nécessaires avec une durée donc qui est assez courte de 14 jours, renouvelable une fois. La CRPE, la Convention de rééducation professionnelle en entreprise, est un autre dispositif de droit commun. Donc qui permet aux salariés en risque d'inaptitude de se réadapter en fait à son ancien poste de travail ou alors d'apprendre un nouveau métier dans son entreprise ou dans une autre entreprise. Et cette convention donc, peut être complétée par une formation continue. Je précise qu'il s'agit d'une convention tripartite conclue entre la CPM, l'employeur et le salarié. Donc voilà, donc pour tous ces dispositifs, n'hésitez pas à vous rapprocher de la CPAM ou éventuellement du Cap Emploi qui peut intervenir en appui. Voilà, donc OETH propose également des aides qui peuvent être mobilisées
pendant l'arrêt de travail, permettant d'anticiper ainsi le retour au poste, retour en emploi. Donc tout d'abord, objectif Parcours Pro, qui est un accompagnement sur mesure et modulaire pour les salariés en risque d'inaptitude, avec des restrictions au poste ou en situation d'inaptitude, qui souhaitent s'engager dans un parcours de maintien dans l'emploi dans le secteur ou qui sont en transition professionnelle. Donc, pour mobiliser ce dispositif pendant l'arrêt maladie, donc il suffit simplement d'un échange avec une gestionnaire conseil ou ETH. Et donc, cet échange sera à la main de l'employeur qui est en échange justement avec OETH, mais pas du salarié. De même, pour les aides à la compensation, l'employeur pourra solliciter OETH également pour mettre en place donc une aide technique ou matérielle permettant de compenser le handicap sur les tâches essentielles du poste et donc permettant de fait un retour au poste dans les meilleures conditions. Donc voilà pour les dispositifs sectoriels OETH. Merci beaucoup, Christine. C'est vrai que pour revenir un petit peu sur donc ce temps d'absence, euh, le fait de ne pas avoir effectivement de communication et de facilité de projection avec son employeur, hein, ça peut créer beaucoup en fait de troubles, d'angoisse, d'anxiété et ça complique beaucoup les choses. L'importance de la communication, de respect de la temporalité est hyper important parce que pendant cet arrêt se joue effectivement, comme vous l'avez compris et ce que Christine vous a détaillé, beaucoup de nouvelles étiquettes qui arrivent. On rentre effectivement dans un vocabulaire qu'on ne connaît pas forcément. Il y a beaucoup de mots qui émergent, arrêt longue durée, ALD, RQTH, handicap, invalidité. Et tout ça, en fait, c'est très compliqué, effectivement, pour la personne qui vit l'arrivée de ces nouvelles étiquettes, hein, savoir ce que ça va impliquer, voir aussi à quel point ça va impacter les droits qu'elle peut avoir, hein, et effectivement, un accès à toutes ces informations pendant l'arrêt de maladie est extrêmement important. Donc, et puis peut éviter des grosses sorties de route, hein. C'est vrai que par exemple, pour illustrer ça très concrètement, à un moment donné, je ne savais pas comment réagir. J'ai essayé de reprendre sans passer par aucun dispositif. Et je me suis retrouvée en échec sur ma reprise, hein, puisque j'avais encore des hospitalisations. Et je me suis sentie tellement mal que mon premier réflexe était de démissionner, tellement je ne trouvais plus ma place et je ne savais pas comment revenir. Voilà. Et donc, là maintenant, nous nous intéressons effectivement à cette période très fragile du retour. Et je dis fragile, je devrais dire plutôt sensible, parce que là aussi, il est important de le construire ensemble, d'être capable de conscientiser qu'il y a de l'écoute et de la justesse qui doivent se mettre en place de la part de nouveau des trois parties qu'on va explorer, comme on l'a fait pour pour notre première exploration sur l'absence. Et effectivement, on va revenir côté employeur, comment former et accueillir sereinement. La question, effectivement, se pose autour de qu'est-ce qui s'est passé pendant l'absence du salarié, de la personne concernée. Quel est le ton qui a été donné quant à l'écoute des besoins, d'une part pour l'équipe, hein, qui s'est retrouvée peut-être en difficulté, et il ne s'agit pas effectivement de minimiser l'effort qui a pu être donné et ce que ça a pu aussi engendrer comme déséquilibre, comme réorganisation, mais aussi au niveau de la personne. Comment est-ce que l'employeur, la partie employeur parle de la personne qui était absente? Est-ce que effectivement c'est dénigrant? Est-ce que les mots employés sont employés avec justesse, avec finesse, avec subtilité aussi, tout en gardant un- un- une part très importante quant au respect effectivement de ce que cette personne est en train de vivre?
Parce que ça aussi, ça donne une ambiance énorme quant à la reprise de la personne concernée. Est-ce que parce qu'on va parler de ressenti, mais le ressenti, c'est pas anodin non plus. Mais est-ce que la personne qui a dû quitter son poste pour se soigner, lorsqu'elle revient, elle sent que elle a été euh, un poids mort? Est-ce qu'elle a été dénigrée critiquée dans ce qui s'est passé? Ou au contraire, est-ce qu'on a accueilli avec bienveillance le fait que pendant un moment, effectivement, sa santé a été prioritaire, que si elle a dû s'absenter, c'était pour une raison valable, que c'était pour se reconstruire et aller dans une temporalité de reprise. Donc ça, effectivement, côté employeur, ce sont des questions qui doivent se poser des deux côtés pour accompagner effectivement ce retour et qui puisse être le plus serein possible. Côté collectif de travail, là aussi, la période, eh ben, elle a été complexe, hein, sans doute. La question est au niveau de l'écoute mutuelle, est-ce qu'elle a été efficiente? Est-ce qu'effectivement, les collègues de travail ont pu être soutenus par les employeurs, par le côté managérial de l'équipe? Est-ce qu'il y a eu des échanges qui ont été proposés, des espaces? Est-ce que chacun a pu effectivement exprimer ce qui a changé pour lui pendant cet arrêt et comment il se projette là maintenant, qu'est-ce qu'il a relayé comme difficulté, peut-être aussi qu'il a des propositions, que les collègues ont des propositions à faire, qu'ils ont réfléchi de leur côté. Et on peut en parler effectivement tous ensemble, se dire, ben voilà, on est dans une reprise, il y a des choses qui ont été bouleversées. Là, on reconstruit un petit peu la dynamique de l'équipe et il s'agit de retrouver sa place. C'est une période qui est sensible parce qu'effectivement, on reprend des marques. On est dans l'observation de comment chacun s'adapte à la situation, comment le collaborateur qui revient arrive à exprimer aussi suffisamment ses besoins, ses limites, ou au contraire, une envie d'y aller, voilà, c'est bon, la parenthèse est finie, je me sens assuré et fort. Et dans ce cas, effectivement, l'enjeu est de ne pas retomber dans un paternalisme ou dans une surprotection. L'enjeu est vraiment d'être à l'écoute de la personne concernée. Euh, Cette personne qui est concernée et qui revient, elle a de nouvelles contraintes, elle s'est reconstruite pendant ce temps d'absence, mais la reconstruction, elle est toujours en cours puisque revenir dans son emploi, c'est aussi se confronter à la réalité de peut-être de nouveaux paramètres. On parle souvent, effectivement, quelle que soit l'épreuve de santé, il y a des mots qui sont importants à relever. Le handicap invisible. Qu'est-ce qui n'est pas visible dans ce que cette personne affronte au quotidien? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que cette personne-là a envie d'en parler? On parle aussi de fatigue, et là, on ne parle pas de réflexion comme bah, moi aussi je suis fatiguée. Non, quand on affronte une épreuve de santé, que ce soit un cancer, une maladie neuroévolutive, la fatigue, elle a rien à voir avec ce que vous pouvez effectivement vivre quand vous n'êtes pas concerné par un problème de santé. C'est une fatigue en fait qui va majorer toutes vos actions, toutes vos réflexions d'énergie supplémentaire. C'est-à-dire que si vous faites une tâche, la personne qui va revenir et qui est encore en cours de traitement, qui aura peut-être un traitement toute sa vie, dont un des effets secondaires peut être la fatigue, eh ben, elle va mettre de l'énergie, un pourcentage d'énergie en plus pour accomplir la même tâche. Donc ça, c'est effectivement à prendre en compte aussi pour se dire que voilà, on va anticiper et se dire, ben, peut-être qu'elle aura besoin de plus de temps, peut-être qu'elle aura besoin d'un rythme différent. Euh, et ça, c'est aussi un processus de réhabilitation quelque part. Et pour la personne concernée, ça veut dire aussi anticiper.
Très souvent, on se rend compte que les personnes qui sont concernées par un défi de santé ou pour un handicap, elles sont devenues beaucoup plus organisées parce qu'elles sont obligées d'anticiper leurs efforts, leur façon de gérer l'énergie, leur fatigue dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Et le travail en fait partie, effectivement. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui se connaissent, qui apprennent à se connaître mieux et qui sont capables aussi d'alerter à un certain moment en disant, bah, là, moi, je sais que sur cette journée, le nombre de défis que j'ai à accomplir, le nombre de réunions, de visio, je pourrais pas parce que je me connais, je sais que je vais être fatiguée. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se réorganiser, pour que ce soit plus simple, plutôt que d'y aller et de se rendre compte qu'au bout d'un moment, c'est impossible. L'enjeu, là, effectivement, c'est de ne pas retourner, enfin, c'est d'éviter le tunnel des arrêts maladie qui peuvent effectivement survenir, parce que l'apaisement pour cette période du retour, elle est très importante. Euh, c'est effectivement avant tout la communication autour de l'environnement, enfin, dans l'environnement de la personne, mais aussi de la personne en elle-même. Et on parlait de justesse tout à l'heure, et là aussi, c'est à chacun de savoir poser aussi les choses, c'est-à-dire est-ce que je parle de ma maladie, est-ce que je suis OK pour en parler. Et est-ce que je peux en parler à mes collègues, est-ce que moi en tant que collègue, je m'intéresse à ce qui s'est passé pendant cette absence, est-ce que je pose des questions. Euh, Ça, c'est un ajustement en fait qui ne peut se faire qu'à partir du moment où la question est posée. Et peut-être effectivement à ce moment-là, au sein de l'équipe, lors de réunions, lors de rencontres, cette question peut être ouverte et soutenue et régulée aussi pour que ça reste dans le respect et la justesse par les managers de l'équipe. Voilà pour quelques réflexions autour de ce moment de la reprise du travail. Et comme tout à l'heure, je passe la parole à Christine qui va vous expliquer les dispositifs. Merci Pascal. Donc effectivement, nous allons maintenant aborder les dispositifs d'OETH, proposés par OETH et les dispositifs de droit commun dans le cadre de la reprise du travail précisément. Sachez qu'il est possible de reprendre en temps partiel thérapeutique, bien sûr, temps partiel thérapeutique ou travail aménagé ou à temps partiel d'ailleurs, hein, je vais les prendre en même temps. Le deuxième étant en fait lorsqu'il s'agit d'un accident de travail, une maladie professionnelle. Voilà pourquoi la reprise se fait dans ce cadre-là, sous cette appellation de travail aménagé ou à temps partiel. Mais en fait, il s'agit du même objectif pour le temps partiel thérapeutique, à savoir de réduire temporairement le temps de travail pour permettre au salarié de reprendre sur son poste de travail, euh, donc après un arrêt, et de le reprendre à terme, à temps complet, bien sûr. Ce temps partiel thérapeutique, il est prescrit par le médecin traitant avec l'accord du médecin conseil, donc le médecin de l'assurance maladie, et également après visite du médecin du travail, et il s'effectue aussi avec l'accord de l'employeur. Euh, Autre dispositif de droit commun possible pour la reprise du travail, il s'agit de ce qu'on appelle la PMSMP, donc en fait la période de mise en situation en milieu professionnel ou immersion facilitée. En fait, pour les salariés en réorientation professionnelle, ce dispositif permet de découvrir un métier ou un secteur d'activité, confirmé, un projet professionnel. Voilà pour les dispositifs de droit commun. Je les balaye assez rapidement parce que de toute manière, vous aurez un support, donc à la suite de ce webinaire, un support écrit qui vous permettra d'avoir donc une trace sur une présentation de ces dispositifs.
Je passe maintenant au dispositif sectoriel OETH avec Objectif Parcours Pro qui est également mobilisable bien évidemment euh, à la reprise du travail, donc lorsque le salarié est en poste, tout comme je l'ai présenté tout à l'heure alors que le salarié était en arrêt maladie, où il était mobilisable, où j'ai oublié de le préciser, mais il faut bien sûr que il y ait un accord de l'assurance maladie hein, pour que le salarié puisse se réaliser pendant l'arrêt de travail. Et donc, là, en poste, pardon, euh, le salarié peut réaliser objectif parcours pro sans avoir de- d'autorisation de sortie, bien évidemment, à formuler. Et on reste sur les mêmes objectifs hein, pour cet objectif parcours pro. Accompagnement sur mesure modulaire hein, qui s'effectue pour permettre aux salariés en restriction au poste ou en situation d'inaptitude de travailler sur un nouveau projet professionnel en adéquation avec son état de santé ou éventuellement de bénéficier d'un accompagnement qui puisse véritablement le remettre en selle. L'aide à la formation pour l'employabilité, puisque à l'issue d'objectifs parcours pro, on- le le salarié va ensuite donc valider un projet professionnel qui peut demander la mise en place d'une formation. Et bien justement, l'aide à la formation pour l'employabilité que propose OETH va permettre de financer cette formation lorsque le salarié est en risque d'inaptitude, hein, toujours avec les mêmes problématiques, hein, mêmes restrictions où donc OETH va pouvoir cofinancer cette formation en cofinancement donc avec l'Opco Santé. Et encore une fois, pour cela, un échange avec OETH est nécessaire en amont de la mise en place. Ensuite, donc les aides à la compensation et aides techniques, idem, hein, je ne reviens pas dessus puisque je les ai présentées tout à l'heure. En revanche, je vais m'attarder un tout petit peu plus sur l'aide au tutorat pour la reprise de poste puisque cette aide peut être mobilisée après un arrêt maladie de plus de 3 mois, puisqu'elle permet d'accompagner, euh, euh, plutôt permet à un salarié qui a été en arrêt maladie de plus de 3 mois d'être accompagné par un collègue, voilà, ou un prestataire éventuellement, dans le cadre de son retour à son poste. Euh, voilà, pour lui faciliter la familiarisation avec son environnement de travail. L'aide au tutorat aussi pour la reprise de poste peut être mobilisée lorsque le salarié ne peut plus réaliser un geste professionnel. Eh bien, un collègue pourra le réaliser à sa place. Je vous ai parlé tout à l'heure de prestataire pour le tutorat. Non, non, on est bien sur un collègue qui va pouvoir intervenir pour épauler, pour être tuteur donc d'un salarié en interne. Euh, Enfin, donc la sensibilisation des équipes. Quand on parle de sensibilisation des équipes, donc il s'agit de sensibiliser la direction, mais aussi l'encadrement ou encore les élus et tout le collectif de travail finalement. Eh bien, cette sensibilisation, cette aide d'OETH va permettre de faciliter le maintien au sein du collectif ou de plusieurs personnes en situation de handicap. Donc pour tous ces dispositifs, n'hésitez pas à solliciter OETH ou à vous rendre sur son site internet pour avoir plus d'éléments. Et quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, donc un récapitulatif, un descriptif plus précisément de ces aides vous sera proposé à la suite de ce webinaire. Ok, alors très bien. Maintenant qu'on a parlé de ce moment clé qui est de la reprise, l'enjeu, le réel enjeu, effectivement, c'est de sécuriser le retour de la personne concernée, parce qu'en fait,
avec toutes les aides et tout le balisage dont on a parlé précédemment. L'enjeu, effectivement, c'est que ça s'inscrive dans le temps. L'enjeu, c'est qu'effectivement, chacun puisse reprendre sa place sereinement et avec nécessairement quelque chose qui a changé, quelque chose qui s'est transformé. Euh, Après un défi de santé, on n'est plus tout à fait la même personne. Très souvent, on a effectivement une temporalité qui a changé. On a peut-être effectivement, comme on a vu, des étiquettes nouvelles qui sont apparues, des contraintes nouvelles qui sont apparues, et une façon de gérer son temps qui n'est plus le même. Les défis de santé, effectivement, peuvent concerner des rendez-vous médicaux réguliers, des traitements qui peuvent affecter euh, la santé. Par exemple, pour ma part, j'ai toutes les 3 semaines des injections que je dois faire, que je me fais moi-même, mais qui vont pendant 48 heures avoir un impact sur ma faculté d'être performante ou pas. Donc, j'ai appris à me remettre, à gérer mon emploi du temps très différemment et à baliser en fait autour de de ces injections des temps de travail un petit peu différents. Donc là, c'est pareil, on va rebalayer côté employeur. Comment se passe la sécurisation? Alors, eh ben, déjà, vous êtes là aujourd'hui aussi pour réfléchir à ça. C'est est-ce que dans la culture de l'environnement de travail, est-ce qu'on parle du handicap invisible? Est-ce qu'on est attentif à ne pas stigmatiser, ne pas mettre en difficulté les personnes qui reviennent? Encore une fois, on est dans une pas une course contre le temps, mais on doit voir à long terme. Euh, et on est censé pouvoir proposer des adaptations, encourager ces adaptations-là et aussi peut-être être positif quant à avoir une parole positive quant aux personnes, quant à ses collaborateurs qui ont peut-être assuré une surcharge de travail. Il est important de valoriser aussi ça. Des fois, on a besoin, parce qu'on a fourni un peu plus d'efforts, parce qu'on a remplacé des personnes, et qu'on n'a pas un merci, et qu'on n'a pas... Voilà. En réalité, la culture de la bienveillance, ça commence aussi par ça, par reconnaître le fait que peut-être qu'il y a eu des difficultés. Et ben, déjà, on les reconnaît, on les entend. Et on va anticiper pour la suite. Euh, on est attentif effectivement aussi à ne pas à pouvoir aller vers des réorganisations qui puissent contenter tout le monde. Euh, Côté employeur, collectif de travail, du côté des managers, est-ce que la pression qu'on a pu vivre, on l'a pas trop répercutée aux équipes aussi? Et est-ce que dans cette sécurisation, on est capable de s'inscrire dans une stabilité? Est-ce qu'on s'autorise à demander aux personnes comment elles vont? Est-ce qu'on s'autorise à en parler? Est-ce que, pareil, on valorise le travail qui est fait plutôt que de mettre la pression à se dire, bon, ben voilà, les enjeux, oui, ils sont là. Il faut que tout continue à se remplir au niveau des emplois du temps. Il faut qu'on arrive à, à trouver des solutions. Mais est-ce qu'effectivement on met en place des choses pour que tout le monde puisse retrouver sa place? Est-ce que des temps sont prévus pour que les personnes puissent s'exprimer? Euh, Stabiliser son état de santé, c'est effectivement aussi reprendre du pouvoir sur des aspects fondamentaux. Et ça, on revient effectivement aussi sur la personne concernée. Euh, Comment elle est à l'écoute de ces signaux maintenant qu'elle reprend son travail? Comment effectivement elle apprend à gérer les nouveaux imprévus? Je vous parlais effectivement tout à l'heure des injections que je dois faire. La personne concernée qui est à côté de vous a peut-être des rendez-vous médicaux réguliers, peut-être qu'elle doit aller chez le kiné une fois par semaine, peut-être qu'elle a des journées d'hospitalisation qui vont être programmées.
à ce moment-là, effectivement, comment on est à l'écoute de ces contraintes, comment elles s'inscrivent au sein de l'organisation de l'équipe et comment on accueille en fait ces données. Est-ce que moi, j'entends beaucoup de patients qui me disent, moi j'ai des rendez-vous pour ma santé, je les prends sur mes jours de congé, j'ose pas en parler. Et puis petit à petit, en fait, ça veut dire que les jours de congé qui sont vraiment consacrés au repos, à la famille, et ben tout ça, en fait, cette personne ne les a plus. Mais la question effectivement se pose de qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas trouver, selon les accords conventionnels, du temps pour se soigner qui puisse être effectivement anticipé au maximum. Le côté personne concernée, c'est effectivement, on parle de pouvoir d'agir, euh, et ben c'est retrouver une place sociétale. On a été bousculé quand on est passé par l'épreuve de santé. On a dû remettre beaucoup de choses en question. Euh, on a dû se réapproprier des fois son corps qui nous a trahis. On a dû en parler à nos enfants, à nos proches. On a dû changer nos activités. On a dû changer notre façon d'interagir avec le monde. Et la stabilisation de son emploi, c'est avant tout effectivement se reconstruire dans une part énorme de notre vie qui donne aussi cette satisfaction de retrouver sa place. Et retrouver sa place, effectivement, c'est être dans des interactions sereines avec les collègues, sereines avec ses managers et se sentir écouté au sein d'une entreprise, d'une organisation qui apporte un regard bienveillant sur tous ces défis qu'on traverse. Euh, c'est écouter les signaux qu'on émet les uns et les autres, ne pas se dire que nous, on n'est pas concernés. Encore une fois, on traverse tout ça. Euh, les statistiques, elles sont contre nous, c'est-à-dire qu'on sait que autour de nous, vous avez forcément des personnes qui traversent des défis de santé, quels qu'ils soient. Et il n'y a pas de gradation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, bon, bah, là, c'est l'épreuve du cancer. euh, c'est rien par rapport à la spondylarthrite ankylosante. C'est rien. Enfin, il n'y a pas de gradation dans ce qu'on subit comme défi de santé. Chacun n'a pas, enfin, personne n'a le monopole de la chose la plus grave qui lui soit arrivée. Il y a des personnes qui traversent quelque chose qui peut nous paraître énorme et qui le traversent, voilà, sereinement parce qu'elles sont bien entourées, parce qu'elles sont équipées, parce que les ressorts et les ressources internes de la personne sont construites comme ça. Mais en même temps, une personne peut avoir un diagnostic qu'on va juger moins important. Et en fait, ça n'a aucune valeur de gradation et d'importance. Chaque situation se porte avec respect, sans jugement et pas par rapport à sa propre situation. On ne peut pas comparer son propre vécu et ses propres représentations de la maladie avec celles des autres. Donc voilà, côté personne concernée, retrouver sa place, c'est faire un travail sur soi, c'est être dans une introspection qui est en fait au final ouverte sur le monde pour se restabiliser, mieux se connaître pour anticiper, apprendre à mieux communiquer avec les personnes autour dans le milieu professionnel et personnel et pouvoir effectivement, on parle d'empowerment, on parle d'encapacitation. Ce sont c'est quelque chose de contagieux aussi. C'est-à-dire que si vous êtes avec une personne qui se reconstruit, qui se stabilise dans de bonnes conditions, ça donne aussi de l'espoir parce que quand et si vous traversez aussi quelque chose, avoir ce type de modèle et de se voir que tout ne s'effondre pas, que dans l'entreprise, reste une place pour ces personnes-là, que les choses s'adaptent autour d'elles, qu'elles trouvent un espace.
eh ben, ça va aussi aider par voie de contagion les personnes autour à se sentir aussi plus sécurisées. Insécuriser une personne concernée par un défi de santé, c'est insécuriser une équipe entière en fait, puisque on n'a pas le droit d'être vulnérable, on n'a pas le droit de se dire que la performance, si elle baisse à cause d'un problème de santé, ben on est mis au rebut, mis au placard. En réalité, c'est réellement une notion d'ambiance de travail. Et si on aborde tout ça, c'est pour que effectivement les conditions de travail dans lesquelles on évolue soient plus inclusives, soient plus ouvertes et soient plus facilitantes pour que voilà, chacun puisse évoluer le mieux possible. Christine, je te redonne la parole. Merci. Mais en fait, on n'a pas prévu, Pascal, de slide précisément à ce stade parce qu'on est sur les mêmes aides en fait de la part d'OETH. Donc, je vais te laisser poursuivre. Ouais. En effet, hein, les aides qui ont été présentées donc par Christine sur la période de l'arrêt, le moment de la reprise, pour la plupart d'elles, elles sont encore valables sur la sécurisation de parcours. En effet, le mieux, comme on le voit, c'est d'anticiper un maximum, mais si on n'a pas pu anticiper, si à un moment donné, on a repris par exemple, mais qu'on envisage quand même de travailler son parcours professionnel, les dispositifs comme Objectif Parcours Pro sont encore mobilisables. En tout cas, le tout, c'est au niveau d'OETH, on va échanger avec l'employeur, avec les différents acteurs, mais en fonction de la situation, on essaiera toujours d'apporter la réponse qui permet d'être la plus pertinente. Ce qu'on voulait en termes d'aide et de dispositifs, c'est quand même vous rappeler au santé, c'est vraiment l'objet en plus de ce webinaire, c'est que, c'est que finalement, on voit qu'il y a tout un enjeu autour du dialogue en fait et l'importance qu'on soit salarié, qu'on soit collègue et qu'on soit manager. Au final, on peut se poser des questions, on peut être en difficulté de savoir comment intervenir, comment agir, etc. Et finalement, ça sert à ça. Donc, c'est pour ça que dans cette conclusion, finalement, dans l'aide au ETH qui peut être mise à disposition ou autre, bah, l'idée, c'est n'hésitez pas à avoir le réflexe EO. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous posez la question de savoir comment faire pour échanger avec un salarié que vous voyez qui peut être en difficulté, ou vous-même, vous êtes salarié, vous savez pas comment aborder le sujet de la reprise au travail ou les difficultés qui peuvent être inhérentes ou autres, bah, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme, à bénéficier des fiches conseils, mais aussi à prendre rendez-vous avec un patient partenaire qui peut éventuellement avoir la même maladie ou même handicap que vous, ou pas d'ailleurs. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a mis en place ce dispositif, sachant que c'est 100% anonyme, 100% confidentiel. Et il nous est déjà arrivé dans l'expérience, parce qu'on a ouvert ce service en février, que suite à un premier rendez-vous avec un patient partenaire, finalement, le salarié qui était concerné demande à organiser un autre rendez-vous avec son employeur pour vraiment partager ensemble collectivement ses difficultés. Donc ça, ces formats-là sont aussi possibles, quoi. Ça peut être à la fois des formats individuels comme des formats collectifs. Tu veux peut-être reprendre, Pascal, sur finalement les choses qui sont à retenir par rapport à cet enjeu du retour à l'emploi et d'être tous concernés? Oui, c'est vrai. Alors, encore une fois, c'est pas pour être fataliste ou faire peur ou quoi que ce soit. En réalité, c'est des richesses qu'on est en train de vous dévoiler. C'est-à-dire que nous, en tant que patients partenaires, on s'est construit autour d'une vulnérabilité. C'est notre super pouvoir quelque part. Que serait Superman, Hulk ou tous les super-héros sans à la base une faille et une vulnérabilité? Et c'est ce qui leur a permis au final de développer ou d'avoir d'autres pouvoirs. Je suis pas en train de dire que je suis superwoman, mais ce que je veux dire, c'est que on a approché de près la vulnérabilité. On a peut-être fait, nous, en tant que patient partenaire, des erreurs. On a observé les choses, mais on a aussi surtout eu le, la bienveillance et on a fait des rencontres, on a réfléchi sur notre parcours et on a regardé notre vécu, on l'a transformé en expérience et en expertise et en fait on le met au service d'autres personnes
pour que justement ces erreurs-là ne soient plus faites, pour que l'évolution dans le milieu de l'emploi soit effective, pour qu'on puisse identifier les choses, ouvrir le dialogue. Et si on s'est voulu effectivement aussi réflexif et qu'on a posé beaucoup de questions, euh, c'est pour que se poser ces questions ouvre l'espace de conscientisation. C'est de se dire à un moment donné, effectivement, bon, la maladie, ça me fait peur, l'épreuve de santé, ça me fait peur, je m'en protège, mais c'est pas en s'en protégeant et en n'en parlant pas que ça va réellement apporter une solution. Nous, on a envie de vous dire, au contraire, il faut ouvrir ce dialogue-là. On a peur que de ce qu'on ne connaît pas et que quand on va effectivement vers le dialogue, vers l'inclusion, vers connaître les défis que vos collaborateurs sont peut-être en train de vivre silencieusement, et ben en fait, on n'en sortira que plus riche hein, parce qu'on apprend plein de choses. On apprend qu'on s'adapte énormément, on apprend qu'on fait des formations, qu'on va chercher des réponses, qu'on va se ressourcer des fois auprès de ressources ou d'outils assez inattendus dont on peut bénéficier. Et nous, effectivement, en tant que patient partenaire, on est dans ce partage-là, on a envie que les choses évoluent, bougent, et on est ravis que des espaces comme ce webinaire soient ouverts pour justement pouvoir un petit peu, non pas bousculer, mais caresser les pensées, la conscience autour de ces questions-là. Voilà, donc moi c'était un petit peu la conclusion que j'avais envie de proposer. On a un petit peu de temps pour être à votre écoute, répondre à vos questions. Et Alors, voilà, bah, Marie. concernant les questions, on a plutôt répondu, on va dire, Mathilde, Christine ont plutôt répondu donc directement pendant toute la durée du webinaire. Juste peut-être revenir sur une question qui est finalement comment communiquer sur les dispositifs pendant l'arrêt maladie. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. En effet, la personne ne va pas accéder à ses mails, ou en tout cas certains peuvent continuer, mais d'autres non. Euh, avec alors Mathilde a expliqué qu'on pouvait aussi faire bénéficier de EO et on peut depuis la plateforme en fait EO inviter en fait un collègue à y accéder. Sachez également qu'on a mis en place parce qu'on j'ai oublié de le préciser en introduction, mais tout un kit de communication pour les sur EO Santé, donc pour les employeurs, pour les partenaires, pour les salariés. Donc, il y a tout un kit avec des petites cartes de visite. N'hésitez pas, même en tant que collègue, par exemple, à envoyer une carte postale pendant l'arrêt. On a prévu ces formats-là aussi. Vous pouvez écrire un petit mot, informer sur un dispositif, informer sur l'écoute ou autre. En tout cas, c'est accessible donc, depuis la plateforme et puis sur le site internet oeth.org où on parle de EO. Vous avez la possibilité, en tout cas, de télécharger le kit de communication qui va vous permettre de communiquer sur la plateforme. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas eu de questions entre-temps. Non, il n'y a pas eu d'autres questions. Donc, n'hésitez pas si vraiment là, on termine le webinaire, mais s'il y avait encore quelques questions à les poser, dans tous les cas, tout ce qu'on a pu répondre en direct par écrit ou tout ce qui pourrait venir là dans la minute restante, on se chargera d'y répondre donc sous forme de FAQ. On a bien prévu également l'envoi donc du replay accompagné d'une présentation plus détaillée, notamment sur les aides et puis les réponses à ces questions. Sachez également que là, on était dans le deuxième rendez-vous, donc EO Santé, à l'occasion de cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, donc sur ce webinaire de retour à l'emploi tous concernés. Les prochains webinaires, donc animés par des patients partenaires, hein, toujours une fois, c'est la spécificité donc, de ces webinaires EO, c'est vraiment que ce sont des personnes concernées en fait, qui témoignent et qui amènent un sujet. Le 27 mai, nous avons un rendez-vous sur la thématique de la sclérose en plaques, donc c'est concilier sclérose en plaques et travail. Et le 17 juin, nous aurons donc un webinaire sur accueillir et manager les défis de santé de son équipe. Voilà.
Mais écoutez, on est pile poil dans le temps. Il est 12h45. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur EO Santé. N'hésitez pas à vous inscrire à ces webinaires, à y participer ou à les visionner en replay. C'est un plaisir pour nous d'être à votre rencontre dans ces occasions-là et de pouvoir répondre à vos éventuelles questions. En attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une bonne journée et une bonne semaine. À bientôt et au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.